Bonjour tout le monde, bon lundi, j'espère que vous allez bien. Votre professeur ici avec une nouvelle coupe de cheveux, fraîche d'aujourd'hui. Alors vraiment, j'espère que vous avez eu un beau week-end. Il a fait beau samedi et une partie de dimanche. Et donc on repart avec encore des petites capsules comme ça à chaque jour. On avait terminé la semaine dernière avec notre cours de jeudi où je disais que dans le fond, il va y avoir un changement de gouvernement en 1984. Les conservateurs de Brian Mulroney, en fait à l'époque on dit progressistes conservateurs de Brian Mulroney, vont prendre le pouvoir et à ce moment-là, ils vont souhaiter réintégrer le Québec dans le giron, disons, de la fédération. Pas qu'il l'ait quitté, mais disons que ça faisait une petite tâche au dossier, le fait qu'il n'ait pas signé la Constitution de 1982. Et les conservateurs, du temps de M. Mulroney, mais c'est généralement encore le cas de nos jours, ont tendance à être beaucoup plus décentralisateurs que les libéraux. Donc, ils ont une vision du Canada qui peut se rapprocher davantage du Québec. Évidemment, pas des indépendantistes, mais disons des nationalistes ou des autonomistes. Ils sont prêts à leur concéder davantage de pouvoir. Alors, René Lévesque va mettre vraiment tout son poids dans la balance pour faire élire les conservateurs, les progressistes conservateurs de M. Mulroney. Et il va dire, oui, c'est un risque, mais c'est un beau risque. Alors, on avait terminé ça comme ça la semaine dernière. Et donc, M. Mulroney va être élu avec la plus forte majorité de l'histoire du Canada. C'est pratiquement 60% des Canadiens qui l'ont élu. Et il est majoritaire, en fait, dans toutes les provinces du Canada. Donc, c'est vraiment un raz de marée. C'est comme si les gens étaient tannés un peu des libéraux et plus spécifiquement même de l'approche de Pierre-Éliott Trudeau, disons, et de le côté plus centralisateur. Alors, la Constitution de 82, elle est autant décriée du côté québécois, tant par les libéraux que par les péquistes, soit dit en passant, parce que vraiment, ça ne répond pas aux aspirations qu'on estime être légitimes du Québec. Quelles sont-elles, ces demandes-là? C'est dans le fond la base sur laquelle le Québec va négocier. Et ça va se faire lors d'une réunion à une résidence du premier ministre qui est au lac Meech. Et donc, on appelle ça les accords du lac Meech parce que, dans le fond, c'est là où ça a été négocié avec les 10 premiers ministres provinciaux et avec M. Mulroney, donc, qui chapeautait les négociations. On va commencer par voir que demande le Québec. Okay, parce que ça, ce sont les 5 demandes traditionnelles de Meech, ou plutôt les 5 demandes de Meech, ça va devenir les demandes traditionnelles du Québec par la suite, quand on va revenir avec, dans le fond, des demandes lors de Charlottetown et même au-delà. On va toujours revenir à ça comme un peu les demandes cardinales du Québec. Alors, quelles sont-elles? On va commencer par en voir peut-être 2. Et demain, on fera un cours pour parler des autres et parler dans le fond de la suite de l'accord du lac Meech, parce que vraiment, ça vaut la peine de prendre le temps de voir que demande le Québec. Et dans le fond, comment est-ce que ça a évolué? Je vous le dis tout de suite sans vouloir vous brûler un punch, l'accord du lac Meech n'est jamais passé. Donc le Québec n'a pas signé, dans le fond, la Constitution modifiée, puisque au final, ça n'a pas été ratifié par, dans le fond, l'ensemble des premiers ministres provinciaux. Et donc, Meech est tombé à l'eau et c'est devenu un flop d'une certaine façon. Alors, première des choses, le Québec, ça fait consensus à l'époque, et j'oserais dire presque encore aujourd'hui, à la fois chez les fédéralistes et les indépendantistes, que le Québec est différent. Appelez ça une nation si vous voulez, appelez ça une société distincte. C'est le terme qui va être retenu d'ailleurs par, dans le fond, ceux qui négocient lors de l'accord du lac Meech. Ils souhaitent commencer par faire intégrer dans la Constitution le caractère spécial du Québec. Celui qui va être le plus opposé à cette vision-là, c'est Pierre-Éliott Trudeau. Pierre-Éliott Trudeau va pourfendre la question de la nation distincte pour le Québec ou de la société distincte toute sa vie essentiellement. Il va dire, vous savez, la Colombie-Britannique n'a rien à voir avec l'Ontario, qui elle-même est passablement différente de l'île du Prince-Édouard, et l'Alberta, vraiment, c'est autre chose que, je sais pas moi, Terre-Neuve ou que le Québec. Donc, en quoi le Québec est-il si distinct? Certains vont l'accuser de mauvaise foi, mais ça va être une vision, il faut lui concéder, qu'il va défendre de façon très cohérente toute sa vie. Donc,
une des questions, c'est la reconnaissance du Québec comme une société distincte. Et ça, comme je vous dis, chez les libéraux provinciaux, le Parti libéral du Québec, et chez le Parti québécois, ça fait plutôt consensus. Pourquoi? Est-ce que c'est uniquement symbolique? Oui et non. Attention, à partir du moment où c'est inscrit dans la Constitution, le Québec pourrait dire, écoutez, au niveau de notre représentation politique, on souhaite avoir, dans le fond, un nombre de députés qui est garanti, puisque nous sommes distincts et que nous avons besoin, dans le fond, d'être protégés d'une certaine manière contre le déclin démographique ou contre, dans le fond, des changements démographiques au sein du Canada. En d'autres mots, le Québec pourrait avoir un poids politique plus grand au sein de la Confédération, au Parlement, à la Chambre des communes, simplement parce qu'il est différent et dans ce sens-là, il doit être défendu davantage. Est-ce que ça aurait été un genre de cheval de Troie pour aller vers d'autres demandes? Sans doute. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là qu'on a perçu ça ultimement du côté des autres provinces comme quelque chose de potentiellement dangereux, alors que ça faisait plutôt consensus, comme je vous disais, du côté du Québec. Deuxième question, davantage de pouvoir en immigration. Le Québec, dans le fond, c'est relativement dans la suite logique de ce qu'ils font déjà. C'est-à-dire que comme la loi 101 permet de toute manière d'imposer comme langue d'enseignement aux enfants issus de l'immigration le français, c'est quand même cohérent que de dire qu'on voudrait davantage sélectionner nos immigrants. Il faut savoir que de nos jours, et ça depuis pratiquement les années 70, il faudrait que je vérifie, c'est peut-être jusqu'à la fin des années 80, mais en fait, il y avait un accord qui permettait au Québec de sélectionner 50% de ses immigrants et le fédéral sélectionne l'autre 50%, c'est-à-dire les réfugiés notamment ou les demandes par exemple, réunion familiale. C'est le fédéral qui choisit ça. Pour ce qui est des immigrants de type de catégorie économique, c'est le Québec qui les choisit. Et donc, le Québec choisit généralement des immigrants issus d'endroits traditionnellement francophones. L'Algérie, par exemple, où beaucoup de gens parlent français comme une deuxième langue, ou même le Vietnam, en fait, où la langue a longtemps été, la langue, disons, officielle, a longtemps été le français. Donc, ce que demande le Québec, c'est de sélectionner 100% de son immigration. Et donc, ça, c'est une autre des demandes de Mitch. Vous savez, ce qu'il y a de quand même intéressant, c'est que à la fois pour le premier point et même le deuxième, le fédéral fait certaines accommodations, même si Mitch n'est pas passé. Okay? Et je vais juste terminer avec ça pour cette capsule d'aujourd'hui. Jean Chrétien a déjà dit, vous savez, le Canada est un pays qui fonctionne très mal sur papier, mais très bien dans la pratique. Alors là, je vous présente des choses, disons, d'un point de vue un peu plus autonomiste ou même nationaliste du Québec, mais si vous voulez être du côté d'un fédéraliste convaincu, gardez en tête la citation de Jean Chrétien qui a dit, vous savez, et en passant, il avait travaillé notamment avec Trudeau sur la Constitution de 1982, c'est lui qui l'a imposée en bonne partie au Québec. Et donc, il est très bien placé pour dire que c'est pas optimal que la deuxième plus grande province du Canada n'ait toujours pas signé la Constitution. Mais ce que disait Jean Chrétien, c'est le Canada est un pays qui fonctionne très mal sur papier, mais très bien dans la pratique. Je vous rappelle qu'on est parmi les 5 premiers pays, bon an, mal an, en termes de qualité de vie dans le monde, en termes d'espérance de vie également. On a un système de santé, etc., etc., une économie qui va plutôt bien, en temps normal. Donc, il a un peu raison d'une certaine manière. Écoutez, je m'arrête là-dessus. On verra les 3 autres demandes demain. En attendant, portez-vous bien et passez une très bonne journée. Au revoir!